Bonjour et bienvenue pour notre présentation sur les microservices, en particulier le Technology Deep Dive des microservices. Cette présentation est réalisée par Tristan Coignon et Anthony Anson. Est-ce que vous connaissez Netflix? Oui, évidemment, vous connaissez Netflix, tout le monde connaît. Et on se dit Netflix, ils sont trop forts, ils font tout super bien. Eh bien figurez-vous que non, ça leur arrive comme tout le monde de faire des erreurs. Par exemple, aux États-Unis, un soir de Noël, c'était un gros pic de visionnage pour Netflix. Alors ils étaient prêts, ils avaient toute leur architecture microservices, ils avaient prévu de la charge partout, ils étaient vraiment prêts à recevoir tous les visionnages, mais il y a un tout petit truc qui a planté quelque part, et tous les États-Unis se sont retrouvés sans Netflix pour le réveillon de Noël. Du coup, vous me direz, comment est-ce que malgré toute leur préparation, ils sont quand même plantés le jour de Noël? Et pourquoi pour tous les États-Unis? Eh ben, je suis content que vous ayez posé la question, parce que c'est ce qu'on va voir ensemble. Dans cette présentation, je vais vous montrer comment vous pouvez rendre votre application ultra résiliente grâce aux microservices et aussi comment vous pouvez complètement vous planter en le faisant. Dans un premier temps, on va voir comment les applications sont faites traditionnellement avec l'architecture monolithique. Ensuite, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est qu'une architecture microservice, comment la faire. Et ensuite, je vous montrerai comment on peut se planter et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on fait des microservices. Donc pour commencer, un monolithe, qu'est-ce que c'est? Alors une architecture monolithique, c'est une application, par exemple un site de shopping en ligne, qui est faite en un seul bloc. Elle peut être exécutée par un ou plusieurs serveurs en même temps pour pouvoir desservir plusieurs régions du monde, ou pour être plus puissante. Mais dans tous les cas, l'application, elle reste un seul bloc. Ce paradigme-là, il offre beaucoup d'avantages au premier abord, notamment une rapidité initiale de mise en place, ainsi qu'une simplicité d'installation. Mais là, je vais vous montrer un cas de figure qui montre que c'est pas si simple que ça. Imaginons maintenant, vous avez décidé de faire un magasin en ligne. Vous avez votre application et elle tient sur un seul serveur. Elle a une base de données à côté pour stocker tout ce qu'il faut, comme les produits et les comptes des utilisateurs. Votre site tourne et des gens viennent acheter vos produits. Félicitations. Seulement, après quelques mois, votre site commence à être lent car il y a trop de personnes dessus. Pas de problème, vous décidez d'héberger votre site sur un serveur qui est plus gros. Mais au fur et à mesure du temps, votre site devient de plus en plus populaire et à chaque fois que vous passez sur un serveur plus gros, le prix il augmente exponentiellement. Vous décidez de faire autre chose. Au lieu d'avoir un gros serveur, vous avez plusieurs plus petits serveurs qui coûtent moins cher. Donc vous répliquez l'application sur plusieurs serveurs. C'est-à-dire vous faites plusieurs copies du bloc, chacune sur son propre serveur. Donc la charge de travail, elle est répartie entre les serveurs et ça vous coûte moins cher. Mais bon, au fur et à mesure, vous ajoutez des fonctionnalités sur votre site, vous filtrez les produits, les comparez, et vous n'êtes plus seul. Vous avez plusieurs équipes de développement qui s'occupent chacun d'un service de votre site. Donc, par exemple, le panier, les paiements, la recherche d'articles. Chaque fonctionnalité, il devient de plus en plus difficile d'en rajouter des nouvelles, car le programme devient de plus en plus complexe. Dans le code, les services s'appellent entre eux comme ils le veulent, et faire un changement quelque part a des répercussions sur plein d'autres composants. Ça fait que les frontières de vos services sont floues, et l'application est très difficile à comprendre et à débugger. Ça fait que du coup vos équipes ont du mal à se coordonner et votre site n'évolue plus avec son temps. Vous traînez derrière. En plus de tout ça, les serveurs commencent à coûter vraiment cher, car il faut toujours continuer à en rajouter. Désespéré, vous faites appel à un consultant. Et il vous dit que vous deviez passer sur une architecture microservice. Mais qu'est-ce que c'est qu'une architecture microservice? Eh bien, ça consiste à exploser votre application en plusieurs plus petites applications qui vont parler entre elles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gros bloc qui fait tout de A à Z, vous faites plein de petits blocs que vous emballez dans la même couverture qu'avant. Mais comme c'est composé en plusieurs petits, chaque bloc a des responsabilités bien définies. Comment est-ce que ça marche?
Donc, votre monolithe, avant, l'application fonctionnait avec une multitude de services qui communiquaient entre eux via du code. Mais maintenant, il faut les séparer très clairement. Donc, c'est quoi la portée d'un service et comment est-ce qu'on peut les séparer? Et ben, pour ça, il faut le déterminer pour chaque service individuellement. Ses frontières, de quoi il est responsable et c'est quoi ses responsabilités. Il faut qu'il soit aussi le plus simple possible. Par exemple, pour le cas du site e-commerce, on peut imaginer un service qui s'occupe de la gestion du panier de clients, un autre du paiement, un de la gestion d'articles, et encore un autre de l'affichage du site, communément appelé le front-end. Comme vous pouvez le voir, la plupart des services ne sont pas visibles par l'utilisateur, et seul le front-end est visible, mais ça reste un service à part entière. Ensuite, très souvent, une application, lorsque vous la faites tourner sur une machine, un ordinateur, elle n'utilise pas toutes les ressources de l'ordinateur. Alors on pourrait en mettre plusieurs par machine. C'est possible, mais les programmes ne seraient pas très bien isolés entre eux, ça créerait des conflits. Alors à la place, on décide de les mettre dans des machines virtuelles avec Docker. Les machines virtuelles de Docker, nommées des conteneurs, simulent tout un mini-ordinateur sans simuler le matériel, c'est-à-dire le disque dur, le processeur. Et en fait, ça fait qu'on fait des mini-ordinateurs dans nos ordinateurs qui sont très rapides. Avec Docker, on peut super facilement créer des conteneurs légers sur plusieurs machines et avec plusieurs conteneurs par machine. Et on peut en avoir du coup plusieurs sur un même ordinateur, comme si ils étaient chacun sur leur propre machine. C'est magique. Bon, maintenant que vous avez plein de petits services qui sont isolés et séparés, il faut les faire parler. Vous ne pouvez plus utiliser comme avant les faire parler dans le code. Maintenant, il faut passer par Internet. Le protocole le plus communément utilisé, c'est le protocole REST qui utilise lui-même HTTP. C'est un peu un langage pour que les programmes se parlent sur Internet. Et comme vous les faites communiquer uniquement par Internet, ça vous permet de définir des frontières très claires sur comment vos services sont utilisés. Ce qui n'était pas forcément possible avec le monolithe. Bon, maintenant que vous savez faire des microservices, qu'est-ce qui fait que c'est si bien? Pourquoi est-ce que c'est meilleur que les monolithes? Eh ben, comme votre application est séparée en plusieurs petits services, avec chacun sa propre petite base de code, vous pouvez les déployer, les mettre en ligne et les modifier indépendamment sans que les autres soient affectés, sauf les dépendances. Il devient aussi beaucoup plus aisé de modifier le code d'un service car il y a beaucoup moins de complexité au sein même de celui-ci qu'avant dans le monolithe. Et maintenant, vous pouvez aussi les mettre à l'échelle, c'est-à-dire augmenter le nombre de copies d'un service indépendamment. Sur le monolithe, si vous aviez un service qui ramait, il fallait répliquer tout le monolithe. Maintenant, vous pouvez répliquer juste le petit service, jusqu'à ce que le nombre de réplications soit suffisant. Inversement, si un service est sous-utilisé, vous pouvez diminuer le nombre d'instances de ce service, pour payer moins cher. Grâce aux microservices, on peut aussi répartir les équipes en des équipes plus petites, qui sont cross-fonctionnelles. C'est-à-dire des équipes qui sont responsables d'un tout petit ensemble de fonctionnalités chacune. Donc par exemple un panier, le paiement, etc. Pas forcément d'un service. Ça leur permet derrière de pouvoir travailler sur plusieurs services chacune. Et comme il y a moins besoin d'interagir entre les équipes, les développements sont beaucoup plus accélérés. Et enfin, avec ce paradigme, il est aussi possible d'utiliser différentes technologies et différents langages de programmation entre les services. Ça permet de ne pas avoir toute votre application qui est bloquée sur un seul langage. Comme ça, on peut s'adapter non seulement aux équipes, mais aussi choisir les technologies les mieux adaptées pour chaque cas de figure. Bon voilà, maintenant vous connaissez les microservices, vous dites c'est bien, je veux les faire. Mais attention, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer si on ne fait pas attention quand on les utilise. C'est très facile de faire pire qu'un monolithe bien fait. On va vous présenter plusieurs pièges communs et comment s'en prémunir. Alors ce n'est pas une liste exhaustive, mais on a pris ceux qu'on jugeait les plus importants. Donc tout d'abord, on va passer sur le testing. Comme pour toute application,
il est primordial de tester que l'application fonctionne bien. Bien tester, c'est mettre en place des garanties que l'application est de qualité. Dans le contexte des applications, quand on parle de test, on parle de programmes créés par les développeurs qui vont vérifier que l'application marche comme on le veut et qu'elle a le comportement attendu. On ne parlera donc pas de tests manuels qui sont plus difficiles à mettre en place. Par ailleurs, tester une application microservice présente plus de défis qu'une application monolithique simple. Voici pourquoi. On sait tester un service tout seul, en isolation comme dans un monolithe. Mais si on s'arrête là, on va le déployer en production, c'est-à-dire l'environnement final, là où les applications sont en public. On va le déployer en production en pensant que tout est bien, mais tout va planter sans qu'on sache pourquoi. C'est parce qu'on doit tester comment le service s'intègre au milieu des autres. On peut le faire comme avec une application monolithe et tester l'application tout entière, donc tous les services, dans un autre environnement. Il y a aussi d'autres méthodes qui existent pour tester. Par exemple, l'intégration continue. C'est le fait de tester automatiquement l'application ou le service à chaque modification. Bon, ou gros ensemble de modifications. Et le déploiement continu, c'est aussi le fait de déployer automatiquement l'application ou le service à chaque grosse modification. Donc en fait, ça fait que dès que votre développeur il a fini son travail, automatiquement, la machine elle vérifie que tout marche bien et elle va tout mettre en ligne. Et c'est primordial pour les microservices plus que pour les monolithes d'avoir des bons systèmes d'intégration et de déploiement continu, parce que sinon vous allez avoir énormément de process qui sont très lourds humainement parlant. Ça va augmenter les chances des erreurs humaines et ça va ralentir du coup l'intégration des modifications du code. Bon, pour tester les microservices, vous pouvez aussi utiliser le canary testing. C'est-à-dire qu'avant de déployer complètement en production, on peut aussi déployer seulement partiellement la modification. C'est-à-dire on met le service en production, mais on lui donne qu'une toute petite partie du trafic pour vérifier qu'il marche bien. Et quand on est sûr maintenant qu'il marche bien, on le déploie complètement. C'est ce qu'on appelle du canary testing, en référence aux canaris qu'on utilisait dans les mines de charbon pour être alerté si le niveau de gaz toxique était trop haut. Malgré tous nos tests, on ne peut pas empêcher complètement qu'il y ait des pannes dans nos services. Ça arrive, un serveur qui plante, Internet qui est coupé. Quand ça arrive, ça va provoquer une réaction en domino avec tous les autres services qui dépendent du service planté. Et toute votre application sera en panne. Et ça, on ne le veut pas, et on veut que ce soit super résilient. Et il est donc très important de se prémunir de ces réactions en chaîne. Les équipes de développement de Netflix ont approché le problème et ont créé un outil qui s'appelle le Chaos Monkey. Il va simuler dans une application des erreurs et des pannes au niveau des services. Donc en gros, il va faire comme si on avait perdu Internet à cet endroit-là, comme si telle machine était plantée. Et comme ça, on va pouvoir tester que même en cas de panne, l'application marche toujours, même en mode dégradé. C'est très puissant pour tester la solidité de votre application. Avec les microservices, il est très aisé de passer à l'échelle les services individuellement, comme on l'avait vu. Surtout pour les services qui ne contiennent pas de données. Ça veut dire on peut juste le copier et c'est bon. Mais par contre, pour les services qui contiennent des données, donc des services avec état, c'est beaucoup plus dur de créer des copies ou d'enlever des copies. Par exemple, on pourrait simplement penser que c'est simple de répliquer une base de données. Mais en fait, pas du tout. Parce que les données à l'intérieur, on ne sait pas quoi en faire. Est-ce qu'on les copie? Est-ce qu'on les fragmente? Et il n'y a pas une solution miracle. Là, on ne va pas s'attarder sur le sujet. Mais sachez que si vous voulez mettre à l'échelle vos bases de données, il faut que vous soyez prêts parce que c'est difficile et ardu. D'ailleurs, on en a un peu parlé, mais il est très important d'avoir la redondance de votre application. C'est-à-dire d'avoir plusieurs fois le même service ou même base de données. Comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, les autres
peuvent le remplacer. Vous vous souvenez de l'histoire de Netflix qui plante le jour de Noël? Ils avaient bien compris ça, hein. Ils avaient fait de la redondance. Et ils avaient dupliqué les services. Mais ils étaient tous hébergés sur les serveurs d'Amazon d'une même région des États-Unis. Donc la région Est. Et ce soir-là, le soir de Noël, les serveurs d'Amazon de cette région-là, ils ont tous une coupure d'internet. Et donc tous les services de la région et donc de tous les États-Unis ont planté aussi. Pour prévenir ce problème à l'avenir, Netflix a pris la sage décision de répartir cette duplication de services entre plusieurs régions des États-Unis. Comme ça, si jamais il y en a une qui plante, les autres peuvent prendre le relais. Donc c'est encore de la redondance. Donc grâce aux microservices, vous avez pu retirer de la complexité au sein des services. Maintenant, en effet, comme les services sont simples et ont peu de responsabilités, ils sont beaucoup plus simples à comprendre. Seulement, la complexité, elle n'a pas disparu, elle ne s'est pas volatilisée. En effet, elle s'est simplement déplacée de l'intérieur des services à entre les services. Et lorsqu'il y aura beaucoup de services, il sera beaucoup plus dur de faire des modifications à l'application. Pour éviter cela, il est très conseillé de mettre en place une forme de documentation qui explicite les relations entre les services. Ça peut prendre la forme de diagramme par exemple. Et même avec de la documentation, il est super important de respecter le Single Responsibility Principle et de garder les services les plus simples possibles. Pour finir, durant cette présentation, je vous ai montré que les architectures d'applications monolithes étaient simples, mais elles sont limitées lorsque l'application devient beaucoup plus grande. Et les applications microservices représentent une meilleure alternative lorsque il faut les dupliquer, les mettre à plusieurs endroits ou lorsqu'elles deviennent grandes. Seulement, les microservices, c'est pas aussi simple à implémenter. Et je vous ai montré qu'une petite partie des conseils d'experts que j'ai glanés lors de mes recherches sur le sujet. Donc j'espère que cette présentation vous sera utile et vous permettra d'éviter quelques pièges lorsque vous implémenterez vos microservices. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé.